Bonjour à tous. Un plaisir pour moi d'animer ces webinaires. C'est un moyen de communication nouveau avec lequel il va falloir qu'on s'habitue. On en a encore pour un petit laps de temps en tout cas. Merci au laboratoire Opalia, au Recordati pour l'invitation et pour cette initiative. Donc, je pense qu'on va pouvoir interagir ensemble. Donc, si vous avez des questions, essayez de les poser au fur et à mesure et j'essaierai d'y répondre aussi. Alors, on ne va pas parler du Covid-19 aujourd'hui. On va changer un petit peu. Ramadan est à nos portes et vous savez qu'avec Ramadan, les troubles digestifs, le plus souvent bénins, augmentent en fréquence. C'est pas tant Ramadan qui en est en cause. En fait, Ramadan, le jeûne en soi, a beaucoup de vertus sur le plan spirituel évidemment, mais aussi sur le plan de la santé. Vous savez qu'il purifie le corps, il purifie le foie, il met au repos le système digestif, l'appareil digestif, mais c'est surtout nos habitudes à nous qui participent en grande partie aux petits problèmes qui apparaissent sur le plan digestif. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de Ramadan en fait? C'est surtout donc les habitudes culinaires qui changent. On passe 16 heures de temps sans manger, sans boire, et puis d'un coup, on va matraquer l'appareil digestif. Donc, on va tout prendre sur un laps de temps qui est très court, en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes pour les plus lents d'entre nous. Et on ne va pas trop mastiquer. Et surtout la qualité des produits va changer. On va privilégier tout ce qui est bon sur le plan gustatif, vous savez, et au profit des aliments qui sont bons sur le plan de la santé. Donc les fibres, les fruits et les légumes vont être défavorisés. Et c'est plutôt tout ce qui est gras qu'on va manger, les briques, tout ce qui est frit, et c'est pas bien. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que
on va s'allonger tout de suite après, on va se sentir fatigué parce qu'on a trop mangé et on va s'allonger. Et c'est encore pire cette année avec le confinement, avec la sédentarité liée au confinement. Donc tout ça, c'est pas bien, c'est des habitudes culinaires qui ne sont pas extraordinaires sur le plan des répercussions et en plus, il y a une perturbation du rythme de sommeil puisqu'on dort moins et on dort un petit peu en retard, donc le sommeil est retardé et il est perturbé donc puisqu'on va manger fessour et tout. La conséquence de tout ça, c'est que près de 50% de la population, durant le mois de Ramadan, va présenter, ou jusqu'à 50% en fait, de la population va présenter des anomalies, des petits bobos digestifs. Donc ça peut être un reflux gastro-œsophagien, ça peut être la maladie ulcéreuse. Et là, il y a un petit point danger, donc un point d'exclamation, parce que vous allez voir pourquoi. La dyspepsie fonctionnelle, on va voir ce que c'est. Il y a le syndrome de l'intestin irritable, donc ça c'est des pathologies fonctionnelles, on les appelle comme ça, la constipation et les hémorroïdes, autant de pathologies donc qu'on voit souvent durant le mois de Ramadan, qui retentissent beaucoup sur la qualité de vie du patient. Et cette année, avec la crise qu'on est en train de voir, la crise du Covid-19 mondiale et le confinement, avec toute l'anxiété que ça génère et la sédentarité, tout ça va participer, je pense, cette année à rendre ces symptômes et ces pathologies plus fréquentes. Il faut en être conscient pour pouvoir un petit peu limiter leurs répercussions sur la qualité de vie. On va, avec Opalia Recordati, que je remercie particulièrement pour cette initiative et pour l'invitation, on a choisi de parler des pathologies les plus fréquentes. On ne va pas pouvoir faire le tour de toutes les pathologies aujourd'hui. Donc on va parler surtout du reflux gastro-œsophagien, de la maladie ulcéreuse, de la dyspepsie fonctionnelle et un petit peu des hémorroïdes. Avant de commencer donc de voir des cas cliniques en fait pour essayer de simplifier un petit peu les choses et de les rendre pratiques, je souhaitais vous faire part de cette plaque. C'est un travail ancien en fait, mais qui je pense est toujours d'actualité, qui a montré que chez les sujets sains, on ne parle pas de malades là, en essayant de mesurer l'acidité intragastrique et plus exactement au niveau du bas de l'œsophage par la pH-métrie, avant Ramadan, durant Ramadan aussi, donc le 10e jour et le 24e jour du mois de Ramadan, comme vous le voyez sur ce tableau, et aussi après le mois de Ramadan, c'est chez une même cohorte de patients en fait. Il s'est révélé que finalement, on a une hypersécrétion acide majeure durant le mois de Ramadan, alors que les mêmes patients, les mêmes sujets, en fait, les mêmes citoyens qui avaient été soumis à ce travail-là, n'avaient pas ce niveau d'hypersécrétion gastrique acide avant le mois de Ramadan. Et en plus, il a été démontré que durant la journée, pratiquement près de 50% du temps passé à jeun, donc durant la journée, était passé à un pH inférieur à 1. Ça veut dire une hyperacidité très importante qu'on garde dans notre corps durant le mois de Ramadan, durant toute la journée. Ça, c'est chez tous les patients qui font le jeûne. Donc, on ne parle pas encore des patients. Quelle est la conséquence de tout ça? On va la voir sur la fréquence de survenue de reflux, de dyspepsie fonctionnelle, de la maladie ulcéreuse et surtout de ses complications. Alors on commence, si vous voulez bien, avec le premier cas clinique. Nous sommes à J4 du mois de Ramadan et les médecins, nous, on va recevoir des patients du genre de celui-là, donc un homme adulte de 46 ans qui est tabagique, qui a un excès de poids, mais sans autres antécédents, qui vient décrire des brûlures, des brûlures rétrosternales ascendantes qui surviennent après la rupture du jeûne. Donc durant la journée, il n'a rien. Tant qu'il n'a pas mangé, il n'a rien du tout comme symptôme. Après, c'est le feu.
dans le thorax. Et surtout, c'est majoré, c'est aggravé par la prière quand il descend, quand il bascule, s'entrant pour faire la prière ou pour fermer les chaussures aussi. Donc, et surtout après le suhour, donc au petit matin, parce qu'il dort à partir de 2 heures du matin, donc quand il aura mangé. Et là, il va y avoir des remontées acides et amères surtout au réveil. Donc c'est une situation qui, déjà à 4 jours du mois de Ramadan, a un impact majeur sur la qualité de vie. Donc là, je demande quel est le diagnostic donc, à ce stade-là. Donc brûlure rétrosternale ascendante. Donc, hariq, pyrosis, on appelle ça, avec des régurgitations, c'est les remontées acides et amères dans la bouche, le pyrosis, avec les caractéristiques sémiologiques du reflux, ce sont donc le caractère postural et le caractère postprandial. Tout ça nous permet, nous médecins, de retenir le diagnostic de reflux gastro-œsophagien dans sa forme typique digestive par présomption, et donc traiter le patient sans avoir recours à quoi que ce soit comme autre exploration. C'est un diagnostic qui est retenu cliniquement. On n'a pas besoin de fibroscopie en particulier pour éliminer d'autres diagnostics, sauf si, comme vous voyez, il y a des symptômes d'alarme dans le sens si le patient a maigri, s'il rapporte des troubles quand il avale, des troubles de dysphagie, on appelle ça, ou s'il a du sang, il vomit du sang, ou s'il est anémique ou s'il a des antécédents familiaux de cancer de l'estomac, etc. Donc, en l'absence de symptômes d'alarme, on retient le diagnostic de reflux gastro-œsophagien dans sa forme typique et on va traiter. Alors, juste avant de voir comment traiter les patients et quelles sont les mesures hygiéno-diététiques à retenir, je voulais revenir sur la physiopathologie du reflux pour expliquer ce qui se passe en fait dans le corps humain. À part l'hypersécrétion acide que nous avons décrite tout à l'heure et expliquée tout à l'heure, eh bien le problème du reflux gastro-œsophagien se situe principalement au niveau de la jonction entre l'estomac et l'œsophage, ce qu'on appelle la jonction œsogastrique, c'est la barrière anatomo-physiologique. Il y a un muscle ici qui s'appelle le sphincter inférieur de l'œsophage qui normalement, à l'état de base, on n'est pas en train de manger, on n'est pas en train de déglutir, normalement il est fermé. Alors, ce qui se passe chez les patients qui ont un reflux gastro-œsophagien, c'est qu'ils ont des relâchements transitoire très très bref de la durée d'une fraction de seconde ou bien moins que cela, et c'est récurrent, c'est des relâchements transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage qui font que donc on ait un passage de la sécrétion acide intragastrique déjà très élevée dans l'œsophage et la muqueuse œsophagienne n'est pas prête pour recevoir ce genre de liquide, ça brûle et c'est le feu à l'intérieur du thorax. Un autre signe ou plutôt donc problème physiopathologique qui puisse expliquer le reflux gastro-œsophagien chez les patients donc, qui souffrent de cette pathologie, c'est ce qu'on appelle la poche acide gastrique. C'est quoi ça? Eh bien, vous savez que quand on mange, normalement, le suc gastrique va se mélanger avec les aliments. Ce qui se passe chez une partie des reflueurs, des patients qui souffrent de reflux gastro-œsophagien, c'est que arrive apparaissent une poche acide, donc une quantité de liquide acide qui ne va pas se mélanger avec le reste du suc gastrique et des aliments et qui va rester au-dessus de tout cela. Et pour peu que le patient s'allonge ou pour peu qu'il bascule le tronc pour faire la prière ou pour fermer ses lacets, eh bien c'est cette poche acide qui va être la première à partir dans l'œsophage et à entraîner donc des résultats sur le plan symptomatique. Un petit mot enfin pour l'hernie hiatale, le fatq fil ma'da, tout le monde parle de ça, on ne sait pas souvent ce que c'est. En fait, c'est cette petite, c'est une hernie, c'est le passage d'un contenu de l'estomac à travers le diaphragme dans l'estomac, dans le thorax en fait. Donc, ça favorise le reflux. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de hernie hiatale
qu'on n'a pas de reflux et c'est pas parce qu'on a une hernie hiatale qu'on a un reflux. Donc il n'y a pas d'association systématique entre reflux et hernie hiatale, donc encore une fois, mais quand on a une hernie hiatale, on a plus de risque d'avoir un reflux et on a plus de risque de voir aggraver un reflux. Voilà, à part donc la hernie hiatale, qu'est-ce qui favorise le reflux? C'est la surcharge pondérale, le fait d'avoir de l'excès donc dans le poids, le fait de manger des aliments gras évidemment, le brika et puis tout ce qui est frit et tout ce qui est gras, ça favorise le reflux, le tabac évidemment un petit peu, donc c'est un petit peu ça, donc pour se mettre un petit peu là dans le bain de la pathologie reflux gastro-œsophagien. On revient à notre patient, donc si vous voulez bien, donc qui a finalement, chez qui on a retenu finalement le diagnostic de reflux gastro-œsophagien dans sa forme digestive typique. Comment on va pouvoir le traiter, ce patient? Alors, on est au mois de Ramadan, on n'est pas durant toute l'année. Donc il y a des particularités qu'on pouvait faire durant toute l'année qu'on ne peut pas donc appliquer durant ce mois-ci. Alors, on va demander au patient de perdre du poids s'il a un excès de poids. Évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est une solution dans la durée. Donc tout de suite, on ne va pas pouvoir l'obtenir. On va demander au patient de ne pas s'allonger tout de suite après avoir mangé. Ce n'est pas toujours évident, surtout pour le suhour. D'habitude, au courant de l'année, c'est une mesure qui permet de soulager un certain nombre de patients. On va demander le sévrage tabagique, évidemment. Là aussi, ce n'est pas évident, même si vous savez très bien que Ramadan peut aider certaines personnes à arrêter de fumer. C'est une bonne occasion. Après, ce n'est pas évident, on ne peut pas l'imposer. Vous savez, c'est une question c'est une décision très très personnelle. Est-ce qu'on peut proscrire des aliments? Est-ce qu'on peut demander aux patients de ne pas manger tout ce qui est épicé, tout ce qui est gras, tout ce qui est piquant, enfin tout ce qui peut, chez un patient donné, provoquer un reflux gastro-œsophagien? En fait, c'est bien de demander aux patients d'arrêter ça, mais c'est frustrant, et puis chaque patient a un ou deux aliments uniquement qui va donc provoquer le reflux. Et puis même sur le plan scientifique, la frustration et puis cette éviction d'aliments n'est pas vraiment, le bénéfice n'est pas vraiment prouvé. Qu'est-ce qui reste sur le plan des mesures hygiéno-diététiques à demander aux patients au mois de Ramadan? C'est un mot-clé, c'est le fait de surélever la tête du lit de 12 à 15 cm. Ça veut dire quoi? J'explique, j'essaye avec les photos. Imaginons que la tête du patient est là et on peut mettre en fait au niveau des pieds du lit, du côté de la tête, comme vous le voyez là sur l'image. Donc on va essayer de surélever la tête du pied par deux grands morceaux de bois hauts de 12 à 15 cm de hauteur, de telle façon à surélever le tronc du patient par rapport à l'abdomen. C'est comme ça on évite le reflux mécanique. C'est très efficace, c'est prouvé, mais il ne s'agit pas en fait de mettre des coussins. Ça, c'est pas bien. Ça va entraîner un torticolis pour le patient sans résoudre le problème. On a besoin, encore une fois, de surélever le tronc par rapport au reste de l'abdomen. Ça, c'est sur le plan des mesures hygiéno-diététiques. Après, heureusement, il y a aussi des médicaments. Et les médicaments pour lutter contre le reflux sont nombreux. Alors, vous voyez la liste. Donc, on va voir ce que ça fait, en fait, ces médicaments-là. Il y a des médicaments tout simples. Les antiacides, les solutions antiacides tampons qui, imaginez que là, donc vous voyez avec moi, on est dans la lumière gastrique. Il y a beaucoup de sécrétions acides, c'est-à-dire les ions H+. Si on donne une solution tampon, tout de suite, quand on a des symptômes, ils vont essayer de calmer les symptômes en tamponnant les ions H+, en les absorbant. Ça peut être efficace, mais ce n'est pas d'une efficacité absolue. Qu'est-ce qu'on peut donner aussi? On peut donner des molécules qui puissent couvrir la muqueuse œsophagienne et surtout gastrique pour diminuer l'impact de l'acidité sur la muqueuse digestive. Mais c'est un petit peu efficace, mais pas d'une efficacité des plus absolues.
En fait, il y a deux types de médicaments qui peuvent aider dans le reflux gastro-œsophagien, particulièrement, c'est les alginates, l'équivalent de la pyrosis par exemple, ou le Gaviscon. Donc, c'est des molécules qui vont, quand ils sont absorbés, en fait, c'est sous forme de stickette, de liquide ou de sirop qu'on absorbe, qu'on déglutit, et dans l'estomac, ils vont faire un aspect de blanc en neige. Les femmes, quand on met les œufs, les blancs d'œufs seuls avec un peu de sel, vous voyez l'effet de blanc de neige que ça fait. C'est comme les nuages. Et donc ce blanc de neige va fermer ici, dans l'épigastre, l'estomac et la sortie de l'estomac, et ça permettra d'éviter le reflux mécanique. Donc tout ce qu'il y a dans l'estomac ne pourra pas passer facilement grâce à ce genre de médicaments. Il y a aussi les antisécrétoires acides. Il y a une hypersécrétion acide de base chez les jeûneurs. On peut éviter qu'il y ait de la sécrétion acide moyennant des médicaments. Il y a deux types de médicaments. Il y a tout ce qui est antihistaminique. Rappelez-vous, avant on parlait de famotidine, de cimétidine, de tagamètre, etc. C'est des molécules qui permettent en fait de lutter contre le stimulus de sécrétion gastrique. On est là dans une cellule pariétale, on appelle ça, on est dans l'estomac, et cette cellule-là, c'est elle qui va sécréter l'acidité, l'ion H+, à travers une porte qu'on appelle la pompe à protons, moyennant des stimuli, l'histamine. Donc quand on donne des antihistaminiques, des médicaments antihistaminiques, on va bloquer l'un des stimuli gastriques qui permettent la sécrétion gastrique. Mais on ne va pas bloquer les autres stimuli gastriques qui sont la gastrine et l'acétylcholine. Quelqu'un qui va sentir l'odeur des aliments ou qui va voir des aliments va sécréter, la tête va sécréter de l'acétylcholine, et il va y avoir quand même des stimuli qui sont là et des récepteurs dans la cellule pariétale gastrique qui vont permettre la sortie des ions H+, et donc il va y avoir de la sécrétion acide. Ça va diminuer, mais pas beaucoup. Alors aujourd'hui, nous disposons de molécules très puissantes pour permettre de lutter pratiquement complètement, d'inhiber complètement la sécrétion acide gastrique. Ça s'appelle les inhibiteurs de la pompe à protons. Ces médicaments-là vont bloquer, vont détruire toute porte qui permettent la sécrétion des ions H+. Vous voyez, la porte est détruite complètement, quel que soit le stimuli de la sécrétion acide au niveau de la cellule gastrique. Comme ça, il n'y a plus d'ions H+. Ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons, on les appelle en abréviation les IPP. La première molécule qui a vu le jour en 87, c'était l'oméprazole. Et on a plusieurs depuis. Il y a l'oméprazole, le lansoprazole, le pantoprazole, mais il y a aussi des molécules de nouvelle génération. Il y a le zoméprazole et le rabéprazole. Et ces deux molécules-là, les deux dernières, ont l'avantage d'être des molécules optimisées. C'est des molécules de nouvelle génération. Et vous voyez qu'il y a des doses, la simple dose, et il y a la moitié dose pour chaque molécule. Alors il faut savoir que le rabéprazole n'existe pas en Tunisie. Donc en Tunisie, on n'a que le zoméprazole. Et il faut savoir, et là c'est peut-être un petit peu compliqué, ça dépend des auditeurs. Alors il faut savoir que le métabolisme des médicaments, il passe évidemment par le foie. Quand on prend un médicament, ça passe dans le tube digestif, et puis ça doit passer par le foie qui est le filtre qui va activer ou détruire le médicament. Et les IPP, justement, les inhibiteurs de la pompe à protons, peuvent être détruites par le foie chez un certain nombre de patients, du moins, qu'on appelle métaboliseurs rapides des IPP, de telle façon à ce que ça ne soit pas toute la dose qu'on a prise ne peut ne pas arriver à l'estomac comme il faut et à la quantité qu'il faut. C'est le cas pour l'oméprazole et le lansoprazole, les molécules donc de première génération, mais pas pour le zoméprazole et le rabéprazole. Donc comme je viens de le dire, en Tunisie, on n'a que le zoméprazole. Un autre problème qui se pose avec les IPP,
tous les IPP en l'occurrence, c'est le fait de devoir respecter un certain nombre de règles dans la prise de ces médicaments et c'est dicté par la pharmacocinétique et la pharmacodynamie. Je vais m'expliquer dans le sens que les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, doivent être pris à jeun. L'estomac doit être vide. Et pourquoi? Parce que si on prend le médicament avec le repas, c'est pas grave, c'est pas dangereux, mais ça va diminuer presque de moitié son absorption. Donc si je prends 40 mg, il peut n'y avoir que 20 mg qui passent effectivement dans le sang. Et si ça passe dans le foie et que 10 mg sont aussi désactivés, c'est problématique. Donc c'est important de prendre les IPP à jeun. Mais en plus, il faut que ce soit à jeun et dans 30 minutes ou à 60 minutes, apporter des aliments, manger. Parce que si on ne mange pas, les récepteurs, la pompe à protons qui va être détruite par les IPP ne va pas être activée, ne va pas être sensible aux IPP. Donc, il faut être à jeun, mais prévoir de manger 30 à 60 minutes après. Alors, quel est le moment idéal durant lequel l'IPP doit être pris, donc cet inhibiteur de la pompe à protons, ce médicament donc, qui va servir pour lutter contre le reflux, traiter les symptômes et éviter leur réapparition le lendemain? Eh bien, je pense que ça serait plutôt feshour, et idéalement 30 minutes avant de manger. Donc si on a dormi, ça serait donc se réveiller pour préparer le suhour et puis 30 minutes, prendre sa gélule et puis 30 minutes après manger. Sinon, maintenant, il y a des gens qui veillent, en fait, la plupart des gens veillent et puis ils vont manger. Donc durant la soirée, genre vers minuit, minuit 30, l'estomac est vide, on prend notre gélule et 1 heure après, on peut manger et prendre notre suhour. C'est important à respecter ça pour pouvoir optimiser l'efficacité du médicament. Maintenant, quelle dose on va utiliser? Eh bien, théoriquement, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, on distingue les doses en fonction notamment de ce qu'on appelle reflux érosif avec œsophagite, c'est des ulcérations au niveau du bas œsophage qui sont dues au reflux acide notamment, ou alors un reflux donc sans œsophagite ou avec œsophagite. Donc théoriquement, tant qu'on n'a pas fait d'endoscopie œsogastro-duodénale, on va donner simplement la moitié dose pour les patients, donc notamment quand il s'agit d'IPP de nouvelle génération, donc optimisés. Mais durant le mois de Ramadan, je pense avec cette histoire de suhour, avec cette histoire de ne pas pouvoir donc espacer la prise alimentaire de IPP, je pense qu'il vaut mieux prendre un IPP pleine dose, donc par exemple de l'esoméprazole 40 mg en une dose unique, fait suhour. Idéalement, si on peut, le reporter de 30 minutes avant de manger, mais de toute manière, 40 mg d'esoméprazole, je pense, pourra faire l'affaire pour toute la journée. Voilà donc pour finir avec notre patient chez qui on a retenu le diagnostic de reflux gastro-œsophagien dans sa forme typique, avec un caractère postural, le caractère postprandial, les ABC à respecter. Essayez, tant que faire se peut, de ne pas s'allonger tout de suite après avoir mangé. Essayez aussi de ne pas faire la prière tout de suite après avoir mangé, faire la prière d'abord ou l'espacer un petit peu. Surélever la tête du lit, y penser, c'est vraiment magique, 12 à 15 cm de planches du côté de la tête pour surélever le tronc par rapport à l'abdomen. Les alginates, l'équivalent de la pyrosis ou du gaviscon, donc en 2 prises, 20 minutes après la rupture du jeûne et après le suhour, et puis l'esoméprazole, 40 mg, une gélule par jour au suhour ou idéalement 30 à 60 minutes avant. Voilà donc là, on a vu un petit peu le reflux gastro-œsophagien. Je vous propose de passer à une autre pathologie, donc on est à J7 de Ramadan. Et nous, médecins, c'est une situation fréquente, très fréquente en fait, durant toute l'année, mais en particulier fi Ramadan. 38 ans, c'est une dame jeune, mère au foyer, beaucoup de soucis familiaux en fait, et qui est déjà connue, explorée et connue porteuse d'une maladie fonctionnelle du tube digestif
Quand on dit maladie fonctionnelle, ça veut dire une maladie qui n'est pas organique, une maladie qui est liée, qui est très fréquente, l'asab fil ma'da ou al-musrana al-hassisa, c'est des maladies qui sont liées plutôt à un problème de connexion entre le cerveau et le tube digestif et où le stress, l'anxiété, la vie au quotidien, les problèmes interviennent beaucoup dans leur genèse. Donc cette dame se plaint de pesanteur, de ballonnement abdominal, de satiété précoce, elle a des nausées, elle a des remontées, en fait, des éructations de gaz après les repas. En fait, c'est une dame qui, tout de suite après les premières cuillères de soupe, après la rupture de jeûne, commence à avoir tout ça. Elle ne peut plus manger après. Et les symptômes n'apparaissent qu'après la rupture du jeûne, c'est-à-dire que toute la journée, elle n'a rien. Et tous les jours, ça fait depuis le début de Ramadan, donc elle a ça. Elle ne supporte plus, elle est très inquiète, elle est quasiment en pleurs, elle n'arrive plus à manger en fait, elle veut faire le jeûne, mais le problème c'est qu'elle ne peut pas donc tolérer l'alimentation. Elle est très inquiète et je vous rappelle que c'est une dame qui a beaucoup de soucis, qui n'arrive pas à gérer son stress. Alors pour nous, on appelle ça la dyspepsie fonctionnelle, c'est-à-dire l'asab fil ma'da. Donc elle a une définition selon les critères de Rome 4, mais encore faut-il avoir éliminé quelque chose d'organique. C'est le cas chez cette patiente-là et de toute manière, c'est le médecin qui décide de retenir ou pas le diagnostic, évidemment. Et c'est une forme de dyspepsie fonctionnelle postprandiale, c'est classique, c'est authentifié, c'est bien codifié maintenant sur ce plan. Comment prendre en charge cette maladie, du moins fi Ramadan? S'il s'agit de sujets jeunes, sans symptômes d'alarme, encore une fois, pas d'amaigrissement, pas d'antécédents de cancer dans la famille, pas d'anémie, pas de sang qui est vomi, là, on peut autoriser un traitement empirique. Qui serait quoi d'après les recommandations? Il pourrait s'agir soit d'une cure anti-Helicobacter pylori d'emblée, c'est une cure anti-bactérienne. Vous avez probablement entendu de la bactérie Helicobacter pylori qui, elle, dans 10% des cas, pourrait être responsable de ce qu'on appelle la dyspepsie fonctionnelle, mais uniquement dans 10% des cas, alors que dans les 90% des autres cas, ce n'est pas elle. Donc dans la courant de l'année, on peut se permettre d'aller la chercher et de l'éradiquer. L'éradiquer, ça veut dire prendre une prise de sang et puis, donc si c'est positif, prendre 4 médicaments d'affilée et puis donc prendre ces médicaments pendant 14 jours. Au mois de Ramadan, ça ne peut pas se concevoir, d'autant plus que ces médicaments doivent être pris à des heures fixes, etc. Donc ce n'est pas possible de faire cette option-là. Quelles sont les options disponibles ? Outre bien sûr les mesures hygiéno-diététiques dont on a parlé et qui sont applicables pour toutes les pathologies liées à l'hypersécrétion acide en particulier, on va donner des IPP. Et justement, là, comme c'est une pathologie fréquente, la dyspepsie fonctionnelle, chez la population générale déjà avant Ramadan, et qu'elle risque de se compliquer et de se majorer plutôt en intensité durant le mois de Ramadan chez ces patients-là, et apparaître de nouveau chez des patients qui n'en souffraient pas auparavant, il y a des études qui ont montré que chez les patients qui souffrent déjà de dyspepsie avant Ramadan, il vaut mieux leur donner le traitement par IPP, simple dose, donc une fois par jour, durant tout le mois. Pourquoi? Le rationnel, c'est que l'étude a comparé 2 groupes de patients et elle a comparé l'intensité des douleurs et de la dyspepsie des symptômes. En fait, c'est un score qu'on appelle le DSSI. Ils ont comparé l'aggravation de ce score entre les 2 groupes en comparant le score avant Ramadan en gris foncé et durant Ramadan chez les patients qui ont pris les IPP et chez les patients qui n'ont pas pris d'IPP. Et on a vu que quand on donne des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, donc le oméprazole 40 en l'occurrence, eh bien, le score de DSSI, le score de la dyspepsie n'est pas aggravé de façon significative, alors qu'il est aggravé chez les patients qui souffraient déjà de dyspepsie et qui n'ont pas pris durant Ramadan des IPP. C'était pour vous dire en fait que
ça vaut la peine de donner des IPP pleine dose au suhour chez les patients qui sont déjà dyspeptiques auparavant et pour ne pas voir leur pathologie s'aggraver au suhour. Et puis chez les patients qui font apparaître une dyspepsie, de leur donner ce traitement aussi durant le mois de Ramadan. Il y a d'autres médicaments, moi je trouve que les prokinétiques peuvent aider aussi chez ces patients-là, comme la métoclopramide, le domperidone. C'est des médicaments qu'on n'aime plus trop utiliser de façon régulière, la vérité, parce qu'ils peuvent donner des effets indésirables. Mais je pense que si ça peut soulager quelques patients le temps que l'estomac s'habitue. Vous savez, le corps humain, subhanallah, il s'adapte avec le mois de Ramadan. C'est les premiers jours qui sont difficiles. Donc, ce genre de profil de dame qui doit travailler à la maison, qui a des enfants à charge, une famille, etc., et qui a des soucis, ça peut l'aider qu'à les premiers jours, le temps que, avec les IPP, donc les choses se tassent et les symptômes disparaissent. Voilà, donc avec ça, c'est important de se relaxer, d'écouter de la musique, de faire des choses qui font plaisir. C'est vrai qu'on est en confinement, mais vous savez, on peut toujours, grâce aux moyens de technologie donc nouvelles, on peut faire du yoga tout en étant à la maison, dans sa propre chambre, on peut faire de la danse, on peut écouter de la musique, de tout ce qui permet d'apaiser et de se relâcher pendant un petit laps de temps. C'est très important pour tout ce qui est pathologie fonctionnelle. On passe rapidement au troisième cas. C'est un peu plus sérieux sur le plan donc, du pronostic vital. Ça concerne en fait donc, le profil de patient. Je vous le décris, c'est des hommes, souvent c'est des hommes tabagiques, jeunes ou moins jeunes aussi, qui consultent aux urgences pour des épigastralgies intenses. Ils ont très mal à l'estomac, c'est des urgences là. Hein. Ils n'ont pas de sang, ils vomissent pas de sang, ils n'ont pas de sang non plus dans les selles, ils n'ont pas pris d'anti-inflammatoires, ça peut aggraver encore et favoriser l'apparition des ulcères, justement, on en parle. Et qui, avant donc, ces crises douloureuses donc, très intenses, avaient déjà un petit fond de douleur au niveau de leur estomac, hein, mais ils n'ont pas consulté donc, pour ça. Ils consultent aux urgences pour des douleurs intenses. L'examen trouve une sensibilité franche, il y a une limite de la défense, les médecins savent très bien ce que c'est. Il y a une petite fièvre aussi. Et là, c'est une urgence médico-légale, justement. C'est une maladie ulcéreuse, le qurh, mais dans sa forme compliquée. On suspecte, en l'occurrence, là, la perforation. La perforation de l'ulcère, c'est-à-dire itflaq, le qurh. Or, vous savez que le qurh, c'est une pathologie infectieuse. Elle est liée à la bactérie, Helicobacter pylori, dont on parlait tout à l'heure. C'est très dommage de faire une complication chirurgicale à cause d'une pathologie infectieuse. C'est très très dommage. Donc, il faut savoir en plus que cette hyperacidité gastrique dont on parlait tout à l'heure, l'hyperacidité gastrique qui se voit chez monsieur tout le monde, elle est en cause, donc justement, à cause d'Helicobacter pylori, dans la survenue de l'ulcère et de l'ulcère compliqué. Et il a été démontré par les études que on fait 4 fois plus d'ulcères perforés au courant du mois de Ramadan que au courant de l'année. 4 fois plus d'ulcères perforés, c'est énorme. Donc, il faut retenir ce message que le risque d'ulcère et d'ulcère compliqué est plus fréquent au mois de Ramadan. Il n'y a pas uniquement la perforation, il y a aussi l'hémorragie digestive, donc le fait de vomir du sang par en haut ou d'avoir du sang qui est mêlé avec les selles, que ce soit du sang rouge ou du sang noir. Donc, les messages à retenir, c'est que quelqu'un qui a un ulcère évolutif diagnostiqué dans la semaine avant le mois de Ramadan ou les 2 dernières semaines avant le mois de Ramadan ou au courant du mois de Ramadan, ils n'ont pas le droit de jeûner cette année. L'année prochaine, ils vont pouvoir jeûner normalement. Quelqu'un qui avait une maladie ulcéreuse 1 an auparavant ou quelques années auparavant, il peut tout à fait jeûner, mais sous réserve de prendre une couverture par les inhibiteurs de la pompe à protons, les antisécrétoires acides puissants, donc, sauf si vraiment on a pu authentifier que la bactérie Helicobacter pylori
qui a été traité donc, auparavant a vraiment été éradiqué. Donc, si c'est prouvé par des tests, c'est bon. Sinon, on ne perd rien. On prend les IPP donc tous les jours, une fois par jour avec le suhour, comme on a dit, ou juste avant, pour pouvoir donc jeûner tout le mois normalement. Enfin, quand on a quelqu'un qui a mal dans son estomac, c'est des épigastralgies très particulières, celles de l'ulcère. Les épigastralgies de type ulcéreuse, c'est une faim douloureuse. C'est une douleur qui survient quand on est à jeun. Et quand on mange, c'est comme si on n'avait plus rien, la douleur disparaît. Et donc là, c'est impératif de consulter et tout de suite prendre des inhibiteurs de la pompe à protons avant même de consulter. Et puis, idéalement, c'est une endoscopie œsogastro-duodénale qui doit être faite pour diagnostiquer l'ulcère. Mais je peux comprendre que par ces temps-là, peut-être que c'est pas aussi évident avec le confinement, avec la crise actuelle de faire l'endoscopie. En tout cas, il faut consulter, aviser son médecin, même le médecin de famille par téléphone, ils sont accessibles, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est un message que je passe entre-temps à toute la population. Les médecins, aussi bien dans le public que dans le privé, à l'hôpital ou dans les cabinets privés sont joignables. Il ne faut pas hésiter de consulter. Il n'y a pas que le Covid-19 qui tue, il y a aussi les maladies de tous les jours, la tension, les maladies cardiaques, les maladies du foie, de l'estomac. Il faut consulter. Et vous pouvez entrer dans les hôpitaux, il y a des circuits maintenant, il y a des circuits Covid-19 et des circuits non Covid-19. Les médecins sont là, le personnel est là. Il faut aller consulter parce que sinon, vous êtes en train de vous exposer à un danger réel parce que le temps et le confinement s'allongent. Je ferme la parenthèse. On a fini donc, ou presque, avec les IPP au cours du mois de Ramadan. L'hypersécrétion acide, pour conclure, ça mérite donc un IPP pleine dose avec le suhour ou donc une demi-heure avant. Le oméprazole 40 peut-être en l'occurrence. Les antécédents de maladies ulcéreuses anciennes n'est pas une contre-indication en soi au jeûne, mais il faut prendre l'IPP. Donc, les patients qui prennent des anti-inflammatoires, quoique c'est un peu contre-indiqué en ce moment, mais il y a des patients chez qui on ne peut pas les arrêter. L'aspirine à faible dose aussi pour les cardiaques et les hypertendus, etc. Il vaut mieux prendre des IPP aussi durant le mois de Ramadan, même s'ils n'en prenaient pas auparavant, parce que là, l'hyperacidité gastrique avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça fait 2 médicaments qui sont agressifs pour l'estomac. Vaut mieux protéger donc l'estomac. Les patients classés dyspepsie fonctionnelle ou nouvellement classés dyspepsie fonctionnelle en attendant leur expiration, évidemment, méritent aussi à être mis sous IPP. Enfin, les patients qui ont un reflux gastro-œsophagien, eh bien, ils peuvent aussi donc utiliser les IPP avec le fait de surélever la tête du lit. C'est magique le soir. Voilà donc pour la première partie. Donc, je sais que le temps passe vite. On va essayer aussi de parler de la pathologie hémorroïdaire, si vous voulez bien. Il y a beaucoup de patients qui souffrent de ça, particulièrement durant le mois de Ramadan. Et je vais dire pourquoi d'emblée, c'est à cause de la constipation. C'est le fait de ne pas manger des fruits et des légumes comme il se doit, de ne pas boire comme il se doit, de ne pas marcher comme il se doit durant le mois de Ramadan en général et en particulier durant le confinement cette année. C'est quoi les hémorroïdes? Les hémorroïdes, c'est une entité, c'est des structures anatomiques physiologiques. Ça existe chez tout le monde. C'est des structures vasculaires complexes, c'est un complexe entre des artérioles et des vénules en fait, qui sont donc en lacis, on appelle ça, situées au niveau du bas donc du rectum et de l'anus, le makhraj nta al-insan. Et quand est-ce qu'on parle de maladie? C'est lorsque ces structures vasculaires-là vont se dilater, augmenter un petit peu de volume et un petit peu donc se prolonger, se prolaber à travers le canal anal vers le makhraj nta al-insan, et ça donne des symptômes et ou des complications. Et en fonction de la localisation de ces veines et artérioles, ces lacis artério-veineux, on distingue 2 types de maladies hémorroïdaires, la maladie hémorroïdaire interne et la maladie hémorroïdaire externe. Autant dire que la maladie hémorroïdaire externe ne peut être diagnostiquée qu'au moment des complications. On va voir quand, c'est la thrombose hémorroïdaire externe.
Alors, avant de voir un petit peu les motifs de consultation pour cette pathologie-là, qu'est-ce qui amène le patient à consulter dans ce cadre-là, un petit mot sur la physiopathologie. J'avais déjà annoncé la couleur, la constipation, le qabd, le fait d'avoir à pousser quand on est sur les toilettes pour faire ses besoins. Eh bien, il y a des gens qui poussent parce que les selles ne sont pas suffisamment hydratées, il n'y a pas suffisamment d'eau, parce qu'on n'a pas apporté la quantité d'eau nécessaire de tous les jours, pour tous les jours, parce qu'on était à jeun toute la journée, qu'on n'a pas assez bu de liquide le soir ou feshour. Ou alors parce qu'on n'a pas mangé assez de fibres, les fruits, les légumes en l'occurrence, les céréales aussi. Ou alors, sinon, à part la constipation, c'est aussi pour la femme en particulier les perturbations hormonales, la période périmenstruelle, les femmes enceintes. Une femme sur 10 fait une pathologie hémorroïdaire compliquée au courant de la grossesse, au courant du post-accouchement. Une femme sur 5 va souffrir de ça. Sinon, la sédentarité est liée pour quelque chose. Les chauffeurs souffrent particulièrement des hémorroïdes en particulier et aussi les sportifs qui font des exercices très violents. Parfois, c'est certains aliments chez certaines patients, pas tous les patients qui souffrent d'hémorroïdes, les épices, tout ce qui est piquant aussi, l'alcool parfois. Les viandes rouges, mais ça c'est vraiment personne dépendant, c'est patient dépendant, c'est pas la règle pour tout le monde en tout cas. On revient pour les motifs de consultation. Donc, les hémorroïdes peuvent saigner et c'est le motif principal en fait. C'est normal, les patients, une bonne partie des patients qui saignent par l'anus s'alarment. Souvent, ils ne consultent pas la première fois et d'ailleurs, c'est pas bien. En tout cas, ils finissent par consulter. Ça fait peur quand on a du sang dans les selles ou après les selles ou avec les selles ou uniquement sur le papier. Alors, autant dire que quand on saigne du sang rouge par l'anus, ce n'est pas uniquement des hémorroïdes, ça peut être des hémorroïdes, mais ça peut être aussi un cancer du rectum, ça peut être aussi un cancer du côlon, ça peut être aussi une inflammation du rectum, une RCH par exemple, une rectocolite hémorragique, ça peut être simplement une fissure anale, genre au niveau de l'anus, donc ça peut être de tout, ça va du grave, du plus grave, au plus simple et au moins grave. La règle, c'est de consulter et de prendre l'avis de son médecin et de se faire explorer selon les recommandations de son médecin. Et il faut savoir aussi que lorsqu'on saigne et qu'on a des hémorroïdes, on peut avoir saigné de ces hémorroïdes, mais aussi on peut avoir des hémorroïdes et avoir saigné d'autres choses, un cancer du rectum par exemple. On peut aussi consulter parce qu'on a mal. Les hémorroïdes peuvent faire mal, très mal même. On va voir ça en pratique. On peut aussi consulter parce qu'on a quelque chose qui sort par l'anus. En fait, c'est des structures vasculaires, comme vous le voyez là. Ça peut donner du prurite, le patient a envie de gratter, il sent un petit peu quelque chose de mabloula au niveau de son linge, ou alors on peut aussi consulter parce qu'on a une espèce de peau, de repli cutané qui ne fait pas mal, qui ne gêne pas sur le plan physique, mais qui peut donc gêner sur le plan esthétique ou moralement le patient. Voilà un petit peu les motifs de consultation dans le cadre d'une pathologie hémorroïdaire. Alors, avant d'aller à des cas pratiques, en fait, je voulais insister sur l'examen clinique et son importance pour explorer cette pathologie-là. En fait, le patient devrait idéalement être en position génupectorale, c'est un petit peu la position de la prière en fait, ou alors, sinon, c'est la position donc allongée sur le côté gauche. Et le médecin va essayer de déplisser doucement donc, le pli interfessier de telle façon à dégager la région anale et périanale, voir s'il y a des lésions cutanées, voir s'il y a une fissure anale et voir s'il y a des hémorroïdes qui se voient donc à l'œil nu, on va les voir, ou alors des complications, une thrombose hémorroïdaire. Sinon, souvent aussi, très souvent même, on ne voit rien.
À l'anus, il est propre, il n'y a rien du tout. Et on a besoin, donc systématiquement d'ailleurs, ça fait partie de l'examen clinique, de faire ce qu'on appelle l'anuscopie, c'est-à-dire faire introduire cet anuscope, cet engin-là qu'on aura donc lubrifié avec de la vaseline ou de l'huile, donc pour pouvoir l'introduire à travers l'anus, y mettre un générateur de lumière pour voir quoi? Pour voir, donc à travers l'anuscope, on va voir des hémorroïdes, on va voir donc des veines qui sont congestives, qui sont un petit peu édémaciées, des paquets hémorroïdaires, on appelle ça, 3 paquets le plus souvent, congestifs comme vous le voyez là, mais qu'on n'aurait pas pu voir à l'œil nu. Ça, c'est le grade 1 des hémorroïdes. Et c'est ça ce qui saigne le plus souvent, où ça donne du prurite à l'intérieur du canal anal, de l'makhraj nta l'insan, sans avoir quoi que ce soit à l'œil nu à l'examen. Le deuxième stade, c'est nous qui le reconnaissons, donc les gastroentérologues ou les médecins qui font de l'anuscopie. Donc, c'est que les paquets hémorroïdaires sont un petit peu prolabés. Ils viennent dans l'anuscope sans sortir à l'extérieur. C'est le grade 2. Le grade 3, c'est quand le patient n'a rien à l'inspection, spontanément, mais quand on lui demande de tousser, eh bien, ces paquets hémorroïdaires vont sortir à l'extérieur. On va les voir comme ça c'est la peau, c'est la marge anale. Et après, spontanément, ils vont être réintégrés dans le canal anal ou alors avec le doigt. Ça, c'est le grade 3, donc. Et le grade 4, c'est lorsque, d'emblée, à l'examen, les paquets hémorroïdaires, c'est des vaisseaux, c'est des structures vasculaires, sortent à travers le canal anal et que, donc, ils ne peuvent pas être réintégrés facilement. Ça, c'est les 4 grades de la maladie hémorroïdaire. Encore une fois, l'examen clinique est important, mais il faut y associer l'anuscopie pour être sûr qu'il y a ou il n'y a pas de maladie hémorroïdaire interne. Alors, J7 de Lomban, donc c'est une pathologie fréquente. Là, il est question d'un patient jeune de 32 ans qui n'a pas d'antécédents, qui consulte parce qu'il a mal au niveau de l'anus. Le makhraj ntaou, des douleurs intenses, c'est apparu de façon brutale. Et il rapporte une boule en péri-anal. Il n'a pas de sang, il n'a pas de fièvre, il est normal tout à fait, mais il n'arrive pas à s'asseoir, il n'arrive pas même à marcher, etc. C'est très douloureux, cette pathologie hémorroïdaire quand elle est compliquée. L'interrogatoire, nous les médecins, on va essayer de voir pourquoi il a fait ça et on va pouvoir recueillir de l'interrogatoire le fait qu'il a une constipation ou alors le fait qu'il a fait un parcours, par exemple il est chauffeur ou il a pris la voiture et pendant 3-4 heures d'affilée sans se mettre debout ou il a fait un effort sportif intense. Bref, dans le cas de notre patient, c'est un patient qui est vraiment constipé, c'est le cas de patient tabagique qui, après la rupture du jeûne, il prend 2 briques et du lait, le ban, et puis quelques sucreries, et puis plus rien. Donc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas suffisamment donc, de liquide, et surtout, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Donc, il n'y a pas de sel, finalement, parce que les fibres, c'est eux qui vont rester dans l'intestin. Ils ne vont plus être dégradés, ils vont rester, partir et arriver, parcourir tout l'intestin. Le petit intestin, le gros intestin, pour pouvoir lubrifier les selles et assurer leur transport tout au long du côlon. Ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui ne mange pas ni fruits ni légumes. Et donc on finit par avoir une maladie hémorroïdaire compliquée. Alors regardez l'examen, ça donne quoi? Ça donne une boule petite de moins de 1 cm, 5-6 mm, bleutée, tendue et qui fait très mal. C'est une thrombose hémorroïdaire externe parce que c'est au niveau de la peau, là, quasiment, on la voit au niveau de la marge anale. Alors là, j'insiste beaucoup sur l'examen. Les patients, il y a des patients qui ne veulent pas se faire examiner. Ils disent oui, mais mes parents ou mon frère a déjà eu ça, ça doit être des hémorroïdes. Oui, ça peut être des hémorroïdes, mais ça peut être aussi autre chose que des hémorroïdes qui font mal, notamment un abcès anal. Un abcès, l'abcès qih, c'est la fistule anale et l'abcès anal, c'est une autre rubrique de pathologie proctologique qui, si elle n'a pas été traitée à temps, va être à l'origine de complications infectieuses, de chocs septiques et même de décès.
Donc c'est très important de se laisser examiner. Et moi, même si on ne veut pas se faire examiner, à la limite, je peux accepter, si j'arrive à conclure en tout cas, je peux accepter même des photos de la part du patient. Il va aux toilettes, il prend des photos, il me les montre après. Si j'arrive à faire la part entre ça et ça, sinon je demande l'examen à titre systématique, c'est très important. Alors, la thrombose hémorroïdaire peut être sous cet aspect-là, une petite boule bleutée, ou alors prendre une forme rosée quand le paquet est démacié. Il y a des formes cliniques différentes, en tout cas, c'est une thrombose hémorroïdaire externe. Comment la traiter? Eh bien, il faut d'abord soulager le patient parce que ça fait mal. Les patients qui ont déjà eu ça savent de quoi je parle. Il faut donner d'emblée des paracétamol, souvent palier 2, donc codéiné, tramadol, etc. Et le meilleur des traitements médicaux, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça aide beaucoup à enlever les phénomènes inflammatoires. Ça serait des corticoïdes si c'est une femme enceinte, bien entendu, parce que c'est une pathologie fréquente chez la femme enceinte. Mais le problème actuellement, cette année, c'est que ces médicaments, vous le savez, je pense autant que moi, sont actuellement peu appréciés, voire contre-indiqués. Vaut mieux ne pas les utiliser, en tout cas quand il y a une suspicion de Covid ou de gens infectés autour dans les entourages, parce qu'il se pourrait, on n'est pas sûr, mais il se pourrait qu'il aggraverait l'évolution de la maladie Covid-19. Bref, en attendant des contre-études qui sont contre cette hypothèse-là, vaut mieux les éviter. Personnellement, je peux prescrire ce qu'on appelle le Vesol, un médicament qui est un antithrombotique injectable. Mais en tout cas, soulager la douleur et puis donner des topiques. Les topiques, c'est des médicaments comme c'est des crèmes ou des suppositoires qui ont une action anti-inflammatoire, voire anesthésiante locale. Ça aide aussi. Et puis donner des laxatifs, ça veut dire rendre les selles plus molles, donc par voie orale, ou alors des suppositoires en période aiguë, des suppositoires ou des micro-lavements. Je sais qu'actuellement, il n'y a que les suppositoires, Glisse-Suppo par exemple, enfin c'est la seule forme qui existe en tout cas actuellement sur le marché. Et donc ça permet de fluidifier les selles. Quand on met un suppositoire dans le rectum, on attend un petit peu, 5-10 minutes, le temps de fluidifier les selles et comme ça elles sortent sans effort et épargner un complément de douleur au patient déjà endolori par sa thrombose hémorroïdaire. Enfin, bien sûr, au long cours, prévoir et ne plus se tromper, prévoir sa dose de fibres tous les jours, tous les soirs à la rupture de jeûne, c'est très important. Le problème avec le traitement médical de la thrombose hémorroïdaire externe, c'est qu'elle peut, mais pas tout le temps, laisser une petite cicatrice qu'on appelle la marisque hémorroïdaire, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est un repli cutané, comme vous le voyez là, qui est inodore, qui est non ulcéré, qui ne fait rien, qui n'est pas méchant. Ça peut donner un petit problème pour quand on se nettoie, ça peut gêner sur le plan psychologique, sur le plan, mais franchement, c'est pratiquement tous les patients, on en a, avec le temps, les gens ils font des thromboses hémorroïdaires qui passent parfois inaperçues, et donc souvent on en a, c'est les marisques hémorroïdaires. C'est une cicatrice, c'est une trace avec laquelle sa présence stipule le fait qu'on ait fait déjà une thrombose hémorroïdaire externe qui est passée inaperçue. Et c'est vrai que ça existe. Si on ne veut pas choisir la piste du traitement médicamenteux, et surtout qu'actuellement il n'y a pas d'anti-inflammatoire ou on a une réticence par rapport aux anti-inflammatoires, on peut faire une excision, un petit geste au bistouri, pour enlever ce thrombus-là, vous voyez, quand il s'agit d'une forme bleutée, alors que quand il s'agit d'une forme rosée de thrombose hémorroïdaire, quand il s'agit d'une forme œdémaciée, on ne peut pas faire ça. Donc, mais bien sûr, c'est un acte qui est un petit peu mini-invasif, ça sous-entend une petite anesthésie locale pour ne pas souffrir. Ça, c'était donc une première manifestation des hémorroïdes externes. C'est la seule manifestation en fait des hémorroïdes externes, la thrombose hémorroïdaire externe, sachant qu'on peut aussi avoir une thrombose hémorroïdaire interne. C'est une forme assez impressionnante sur le plan de l'examen. Et là, les anti-inflammatoires, je pense, seront d'une grande aide, mais c'est des formes rares. Encore une fois, tout passe par l'examen clinique. C'est très très important de consulter pour faire la part entre toutes ces formes. Je finis par un deuxième cas clinique, si vous voulez bien.
On est à 20 jours de Ramadan. Et c'est une patiente de 48 ans qui, là aussi, c'est pratiquement la règle fi Ramadan, qui est constipée depuis plus de 10 jours et qui présente des rectorragies de fin de selle. Elle a du sang rouge qui apparaissent donc sur le papier, surtout après avoir fait ses selles sans douleur. Il n'y a pas de douleur, mais elle trouve du sang. Alors, ce n'est pas une fissure anale, parce que la fissure anale, ça fait mal. Il y a du sang possible, mais ça fait mal quand on fait les selles. Là, il n'y a pas de douleur et hop, la surprise, c'est qu'il y a du sang rouge dans les selles, ce n'est pas normal. L'examen de la marge anale était normal. On a déplissé la marge anale, on n'a rien trouvé. Alors, justement, c'est là où on voit l'impact et l'importance de l'anuscopie. L'anuscopie qui va montrer, comme vous le voyez là, des paquets hémorroïdaires internes très congestifs qui pratiquement sont en train de saigner ou presque, vous voyez, de saignoter. C'est les hémorroïdes internes grade 1. D'accord, qui ne sont pas prolabés à l'intérieur du canal anal et qui ne sont pas prolabés et visibles donc à l'examen de la marge anale à l'œil nu. Alors la question qui se pose maintenant, est-ce qu'on peut retenir le diagnostic d'hémorroïdes, donc d'anite rouge ou d'hémorroïdes internes grade 1, comme origine du saignement? Tout comme ça, sans rien vérifier? Non, évidemment, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tout saignement, tout sang rouge, rectorragie ou d'ailleurs sang noir aussi, doit faire éliminer en premier un cancer du côlon ou du rectum, entre autres causes du saignement, avant de pouvoir retenir les hémorroïdes. Donc, on peut avoir des hémorroïdes qui peuvent saigner, mais avoir saigné d'autres choses, d'un cancer du rectum ou du côlon en particulier. Et donc, c'est l'importance de consulter, c'est l'importance de faire une rectoscopie, c'est-à-dire un examen endoscopique au moins du rectum pour s'assurer qu'il n'y a rien à son intérieur, dedans, et surtout, ne pas hésiter à faire une coloscopie, surtout après 40 ans, c'est la règle. Et personnellement, je préfère réaliser un examen endoscopique, une rectosigmoïdoscopie pour tout sujet qui présente du sang. On ne sait jamais. On voit aussi, il y a des formes de cancers colorectaux héréditaires, des formes de cancers colorectaux familiaux qui apparaissent avant l'âge de 40 ans. Pensez-y, donc surtout consultez et faites confiance à votre médecin. Alors pour revenir à notre patiente, comment on va la traiter ? Sachant qu'on lui a fait une coloscopie déjà auparavant, parce que c'est une dame qui avait déjà consulté auparavant et qui avait fait une coloscopie qui était normale. Je sais qu'actuellement, on a moins accès à l'endoscopie actuellement, mais là aussi, je vous invite à donc toujours consulter. Les médecins sont joignables en public, fait le privé, fait le public. Il faut consulter. Je suis désolée d'avoir à le dire et à le redire, mais je profite de ce passage-là parce que la plupart des patients pensent que les hôpitaux sont fermés, que les médecins ne sont pas là. Non, ils sont joignables et les hôpitaux aussi sont ouverts ailleurs que les circuits Covid-19. Il faut consulter. Comment traiter notre patiente? Elle l'a bien dit, elle est constipée. Donc, le régime riche en fibres, c'est très important. Dès le jour J, les pommes, les fruits, avec ne pas éplucher, ne pas faire du jus à partir des oranges. Il faut les manger en pièces pour conserver les fibres dedans. Puis là, c'est les laxatifs. C'est très important de prendre les laxatifs, les sirops, les osmotiques, pour pouvoir les sachets d'osmotiques aussi pour pouvoir augmenter la quantité et hydrater les selles. Et boire de l'eau, beaucoup d'eau, de jus, de lait, de tout ce qui peut hydrater en fait et contient du liquide. Les vénotoniques par voie orale. C'est des médicaments qui permettent d'améliorer, de diminuer l'inflammation au niveau des veines. Et puis, là aussi, les topiques locaux, les topiques en termes surtout de lubrifiants pour favoriser donc, la sortie des selles, encore une fois, et les lubrifiants à type, les topiques à type de phlébotrope ou d'anesthésie qui permettent de diminuer l'inflammation dans le canal anal et au sein donc, de ces hémorroïdes et paquets hémorroïdaires. C'est recommandé, les topiques, les suppositoires en l'occurrence, ou même la crème anti-hémorroïdaire permettent de diminuer les phénomènes inflammatoires et d'aider donc à faire disparaître les symptômes.
Maintenant, le traitement en général de la maladie hémorroïdaire, c'est justement traiter les symptômes. En gros, on a 3 façons de faire. Il y a le traitement médical dont on vient de parler, traiter la constipation et puis traiter médicalement donc aussi les phlébotropes topiques ou par voie orale. Mais aussi, ça peut être pas efficace et quand c'est récidivant, on peut être amené à traiter par voie instrumentale ou parfois par voie chirurgicale. Par voie instrumentale, on peut aller mettre un peu c'est la photocoagulation infrarouge où on va essayer de détruire les varices, ces veines, par la chaleur froide. C'est un genre de chaleur froide, la lumière infrarouge. Et il faut plusieurs séances espacées de 3 semaines à peu près par séance pour avoir raison des hémorroïdes. Encore faut-il qu'elles soient de grade 1 ou grade 2. On peut aussi faire la ligature élastique des hémorroïdes. Elle est en fait introduire cet engin-là dans la lumière du canal anal et puis aspirer l'hémorroïde et larguer un élastique. Ça fait une sorte d'étranglement. La varice, comme vous le voyez, je ne sais pas si ça peut être c'est clair ou pas. Donc vous voyez que d'une couleur rose, elle va devenir bleutée et elle va se nécroser sur 2-3 semaines. Le paquet hémorroïdaire va se nécroser, il va disparaître. Il faut plusieurs séances, là aussi, 2 à 3 séances espacées de 2 à 3 semaines pour pouvoir traiter au long cours la pathologie hémorroïdaire et éviter la récidive des symptômes. Mais ça, là aussi, ça ne peut se faire que pour les hémorroïdes de grade 1 et grade 2, c'est-à-dire les hémorroïdes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu à l'examen de la marge anale. Enfin, on peut aussi injecter de la colle, une espèce de colle dans les varices, dans ces hémorroïdes par voie intra-anale. Tout ça, ça ne mérite pas d'anesthésie. C'est le gastro-entérologue qui le fait directement et puis le patient va rentrer chez lui tout de suite. Ça peut générer un petit peu de douleur. On donne des calmants, donc le temps que la douleur passe. Là aussi, il faut plusieurs séances pour pouvoir avoir raison et traiter les hémorroïdes de façon à ce que les récidives soient atténuées. Ailleurs, on a besoin de chirurgie. Et les techniques diffèrent. Il y a la technique la plus connue, c'est Milligan et Morgan, c'est d'aller enlever, couper complètement et les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. C'est radical, mais ça donne une ulcération très large et ça fait mal, c'est vrai. Il faut 2 à 3 semaines de repos après. Il y a la technique du longo, il y a d'autres techniques moins invasives en cours de développement. Bref, donc, si on peut résumer, il faut régulariser le transit pour prévenir la maladie hémorroïdaire. C'est très important, Ramadan n'est pas encore là. Les sujets qui sont constipés, déjà de nature, il faut qu'ils veillent, peut-être même prendre un traitement à la limite préventif pour éviter la constipation durant Ramadan. Et les patients qui risquent d'avoir une constipation durant le mois saint, il faut qu'ils pensent de façon consciente à prendre les céréales, qui manquent les chia, les graines de lin, donc pour éviter l'apparition de constipation, et les fruits et les légumes et l'eau et marcher un petit peu. Donc en gros, quand on a une thrombose, c'est les anti-inflammatoires. Quand on a du sang, c'est les vénotoniques, topiques ou locaux. Et quand on a un prolapsus, quelque chose qui sort déjà dehors, c'est donc le traitement chirurgical essentiellement. Après, quand on a une anémie ferriprive, tellement on a saigné au long cours sur plusieurs années de suite, le patient va développer une anémie, c'est souvent des sujets jeunes, il faut aller traiter leurs hémorroïdes de façon plus radicale, souvent c'est le traitement instrumental ou alors la chirurgie. Quand quelqu'un fait des thromboses hémorroïdaires à répétition, parce que ça peut survenir aujourd'hui, après 1 mois, après 2 mois, on travaille, les patients sont actifs, ils voyagent, etc., ils se déplacent, ils vont besoin de mesures très radicales. Là aussi, ça peut être le traitement chirurgical pour les hémorroïdes externes. Voilà donc les situations où on peut être amené à opérer.
Donc, on arrive à la fin de cette vidéoconférence. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça a été trop clair. Et vous voyez qu'on a le choix entre deux profils, hein, entre manger beaucoup et rester à la maison, ou manger light et faire un petit peu de sport, un petit peu, c'est permis hein, de faire le tour de la maison, une demi-heure de marche autour de la maison, c'est très bien, ou idéalement à l'intérieur dans le jardin si on en a, sinon même faire des mouvements en suivant des vidéos sur le web, c'est aussi bien, donc, ou avoir un tapis à la maison pour pouvoir bouger et éviter toutes ces complications-là. Je vous remercie pour votre patience, pour votre attention et je vous souhaite à tous Ramadan Mabrouk. Au revoir. C'est bon, hein.